Marceau, chapitre 15. Bon, donc ça on va peut-être le mettre dans un coin, là, d'accord? C'est l'enregistrement. Donc on s'était arrêté, me semble-t-il, par là. Ah, on s'était arrêté là. Oui. Ah oui, ça je vous en parlerai après la pause. On va pas commencer par ça parce que c'est déjà... Ok, donc on s'était arrêté là, d'accord? Donc ça je vous en parlerai après la pause. Donc, vous vous rappelez, il y avait tous mes ensembles de formules qu'on avait vus la semaine dernière. Et donc, ces formules sont absolument très importantes à comprendre, d'accord, dans le cadre de ce chapitre et dans le cadre du chapitre 18, qui est en fait un prolongement de ce chapitre. Donc, ce qu'on nous dit ici, c'est que le flux de trésorerie versé aux actionnaires et créanciers d'une entreprise endettée, c'est égal au flux de trésorerie versé aux actionnaires d'entreprises non endettées, plus les économies d'impôt liées à la déductibilité fiscale des intérêts. C'est quelque chose qu'on a déjà vu, hein, d'accord. Je vous rappelle que le flux de trésorerie, d'accord, c'est ce qu'on a noté le FTD, ok. Il faut rappeler déjà l'origine du FTD. Le FTD, il provient du résultat net de l'entreprise à endettement nul, qui n'est rien d'autre que 1 moins T fois l'EBIT. Donc ça, vous devez le savoir. D'accord. Moins delta K moins delta BFR. Donc ça, c'est la manière dont il se forme. Ok? C'est la manière dont il est formé. Ensuite, à quoi sert ce flux? Il sert à 3 choses. Ça, c'est la première équation. C'est la manière dont il se forme. Et il sert à quoi faire? Il sert à alimenter les créanciers de l'entreprise, les investisseurs de l'entreprise, d'accord? D'abord, à verser des intérêts nets d'impôts, et donc c'est le net d'impôts qui est important, à verser des dividendes. Il n'est pas très réactif aujourd'hui mon tableur, je ne sais pas ce qu'il a. Ma tablette. Et puis, éventuellement, à rendre aux créanciers ou aux actionnaires des liquidités, soit en diminuant la dette, d'accord, soit en diminuant les capitaux propres. Diminuer les capitaux propres, c'est racheter des actions, d'accord. Donc c'est cette équation-là, ces deux équations-là, que vous devez absolument comprendre et être capable de réécrire comme je viens de le faire ici. Donc vous voyez bien que dans cette équation-là, ce qui est intéressant ici, dans ce qui est écrit en dessous, c'est juste ce qui est écrit en dessous, c'est la manière dont le FTD est reversé. Donc ce qui est reversé, en fait, aux investisseurs, c'est... Oh là. Mais c'est bizarre, hein. Je sens qu'elle est un peu nerveuse, mon ordinateur. D'accord? Ce que vous versez... Oh là, très nerveuse. C'est RVD plus les dividendes. Ça va faire vraiment un mauvais film, hein. On peut arrêter tout de suite le film, parce que... Plus les dividendes, d'accord? Donc c'est ce que vous versez... Charge d'intérêt plus dividendes versés aux actionnaires, d'accord? Moins éventuellement ce que vous versez en réduisant la dette, plutôt en augmentant, et en réduisant les capitaux propres. Non, en réduisant la dette et en réduisant les capitaux propres, d'accord? Et donc ceci, c'est bien sûr égal à quoi? Je pense qu'il est marabouté. Il est égal à FTD. C'est égal à FTD plus T fois RVD. D'accord? Ou T, le taux de taxe. Quand vous mettez T fois, c'est TIS. Hein. D'accord? Donc c'est bien ça. Hein. Le flux de trésorerie versé aux actionnaires et conseillers d'entreprise endettées, c'est ça. D'accord? C'est toute cette quantité-là qui a droite de cette équation. C'est égal au flux de trésorerie versé aux actionnaires de l'entreprise non endettée, ce serait le FTD normal, d'accord, plus l'économie d'impôt. Ok? La caractéristique du FTD, et c'est pour ça qu'on aime bien le flux de trésorerie disponible, le free cash flow, c'est que le free cash flow, il est calculé indépendamment de la structure financière de l'entreprise. Il ne reflète que les décisions réelles de l'entreprise. D'accord? Pour faire la formule qui est en haut, d'accord, où à aucun moment
n'intervient des variables financières. Il n'intervient que des variables réelles. D'accord? Et les flux associés à ces variables réelles. Les flux de trésorerie associés à ces variables réelles. Donc ça, cette formule-là, vous devez évidemment la maîtriser parfaitement. C'est peut-être pas mal de faire ça. Ok? Un exemple, une entreprise va payer 100 millions d'impôts. Alors, je prends quand même une phrase parce que avant de venir, j'ai quand même un peu travaillé. C'est l'exemple 15.2. Oh là, ah oui, ça a l'air compliqué. D'accord. Une entreprise va payer 100 millions d'euros d'intérêt annuel pendant 10 ans. Lisez bien, hein, d'accord. Au terme de la période, elle remboursera le principal de l'emprunt, 2 milliards d'euros. La dette est sans risque. Le taux d'intérêt sans risque est de 5%. Le taux marginal d'imposition de 33%, stable sur la période. Quelle est l'augmentation de la valeur de l'entreprise permise par l'endettement? D'accord. Donc, ce qu'on nous demande de calculer, c'est l'augmentation de la valeur, c'est la valeur actualisée des économies d'impôt. D'accord. Bon, donc ici c'est un petit peu compliqué, mais c'est bêtement compliqué. On nous parle d'un emprunt pendant 10 ans. Donc ça veut dire que chaque fin d'année, à partir de la période 0 et pendant 10 périodes, 10 fois, d'accord, on effectuera un versement de charge d'intérêt. Un versement de charge d'intérêt. Au terme de ça, on remboursera le principal. N'oubliez pas que ce qui est défiscalisé, c'est la charge d'intérêt, d'accord, c'est pas le remboursement de la dette. Donc, rappelez-vous, chaque fois qu'on calcule une valeur, on la calcule au 1er janvier. V0, c'est 1er janvier de l'année 0, d'accord. Mais les charges d'intérêt et les dividendes, on les verse en fin de période, d'accord. Donc, quand on est à l'instant 0 et qu'on cherche à actualiser le flux de charges d'intérêt de l'année 0, d'accord, c'est un flux qu'on va décaisser au 31 décembre. Donc, on l'actualise une fois, d'accord, bien une période. Tout ça pour dire que ce qu'on nous explique, c'est que ce qu'on doit calculer, cette valeur actualisée, c'est quoi? La valeur actualisée des économies d'impôt. C'est égal à quoi? C'est égal, j'écris, je n'ai pas peur, hein. Moi j'ai jamais très peur des mathématiques, c'est la somme, d'accord, je regarde quand même ma feuille, hein, de I égale 1 à 10, je commence à 1 parce que je vais le verser en fin d'année, même si c'est un versement pour ce qui concerne la dette de l'année 0, mais comme je le verse en fin d'année, je l'actualise. Là, je calcule la valeur actualisée à l'instant 0, d'accord? Le 1er janvier, c'est pour ça que j'ai bien 0 là, d'accord? Mais je commence à payer en fin d'année. La somme de I égale 1 à 10, de quoi? D'abord, je dois actualiser. Donc, la question fondamentale en finance, c'est toujours de savoir à quel taux on actualise. Ici, le taux auquel on actualise, c'est le taux d'intérêt sans risque, puisqu'on nous explique que, visiblement, il y a une absence de risque. Donc ça signifie que le flux de charge d'intérêt est un flux certain, d'accord? Donc du coup, j'utilise le taux d'intérêt sans risque pour l'actualiser, celui qui correspond à ce flux certain, à un flux sans risque. Donc c'est la somme de 1 sur 1 plus R à la puissance I, de quoi? De T. Bon, T, c'est pas le temps, c'est le taux d'intérêt, d'accord? C'est le taux de taxation, 33%. Oui, j'aurais pu mettre tout de suite 33%, ce qui est peut-être mieux. Donc je vais effacer ça. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Ah, mais, ah oui. C'est pas qu'il est marabouté, en fait. C'est que, oui, vous voyez, il y a un... C'est horrible. J'essaie de rétablir ce que j'ai fait. Ah bah c'est là, d'accord. Non, c'est parce que je pense qu'il y a un truc. Voilà. C'est qu'il y a un truc qui rend ma tablette trop sensible. Dès qu'elle sent qu'il y a quelque chose qui s'approche, elle bouge. Donc là, je l'ai restabilisé, ça va aller mieux. D'accord? Donc T, je l'ai enlevé parce que ça, je vais le gommer. On va directement mettre T, c'est combien? C'est 33%, d'accord? Donc autant écrire 33% multiplié par 100. D'accord? Donc la difficulté, évidemment, c'est de calculer ce gros machin. D'accord? La somme de I égale 1 à 10 et 1 sur 1 plus R à la puissance I. Donc pour calculer ça, il faut utiliser une formule. C'est que ce que vous savez,
ce que vous savez, je le mets là, comme ça c'est un petit rappel de mathématiques, c'est que la somme de I égale 0 à n, à grand N, des ρ puissance I, c'est égal à 1 moins ρ à la puissance n plus 1, divisé par 1 moins ρ. Ça, notez-le sur votre tablette, c'est une chose que vous devez connaître par cœur. Vous devez connaître cette formule-là. Donc ici, subtilement, c'est la somme, attention, de I égale 0 à n, donc des n plus 1 premiers termes d'une suite géométrique. N plus 1, pas n, d'accord, en partant de 0. Or, ce que nous, on doit calculer, c'est la somme à partir de 1 jusqu'à 10. Donc il y a un petit décalage qui se fait. Ok? Le petit décalage, il est quoi? Il est simplement le fait de dire que ceci, c'est aussi égal à 1 sur ρ, la somme de I égale 1 à n des ρ puissance I. D'accord? Quand je commence à I égale 0, c'est-à-dire que le premier terme de la somme, de la suite, le premier terme de la suite, d'accord, ça veut dire que le premier, c'est pas de I, c'est de I égale 1 à n moins 1, pardon. J'espère que je ne me trompe pas. Si je me trompe pas. D'accord? Ici, ça commence en 0. Donc le premier terme de la suite, c'est 1. Et ça va jusqu'à ρ à la puissance n. Ok? Donc ce que je cherche à calculer ici, je ne commence pas en 0, mais je commence en 1. Du coup, c'est décalé. D'accord? C'est décalé de combien? C'est décalé de 1 sur ρ. Ok? D'accord? Autre caractéristique, c'est pas I égale 0, 1 à n-1, c'est de I égale 1 à n. D'accord? Donc je me suis trompé. Ça, je gomme. D'accord? Là, on a bien n termes. D'accord? On a bien n termes. Et non plus n plus 1 terme. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, ici, si on applique cette formule, d'accord? Ce que je peux mettre ici en facteur, ce que je dois mettre ici en facteur, c'est que cette quantité-là, c'est aussi la somme, je peux laisser de côté, et c'est plutôt comme ça que je vais l'écrire, c'est pour ça que j'aurais dû l'écrire directement comme ça, je vais mettre le premier terme 1 sur 1 plus r, d'accord, en facteur, et du coup, ce que je vais pouvoir écrire, c'est que ceci, c'est la somme de I égale 0 à 9, d'accord, de 1 sur 1 plus R à la puissance I, d'accord, multiplié par, là j'ai oublié, là vous m'avez pas dit que j'avais oublié le taux d'intérêt, d'accord, multiplié par R, multiplié par 33%, multiplié par 100. Ah non, c'est l'intérêt annuel, c'est 100. Ah non, d'accord, c'est pas R ici. C'est pas clair leur énoncé, enfin c'est moi qui l'ai pas bien lu. D'accord? Donc c'est ça. Oui? Ouais. Oui, vous avez certainement raison. D'accord? Donc ça, vous l'oubliez. D'accord? Vous oubliez. Tout effacé. Ça, en le disant, je me rendais bien compte que je me trompais, d'accord? Ça, c'est juste, ça, c'est d'accord, ça, c'est bon, ok? Après, je vais essayer de... oublions ça, d'accord? Oublions ça, on n'est pas là pour refaire des trucs de maths, d'accord? On est d'accord que quand vous faites, là, ça va de 0 à n, d'accord? Et dans ce cas-là, c'est bien les n plus 1 premiers termes, y compris le terme 0, et la formule, elle s'applique pour ça, d'accord? Alors que là, je mets de 1 à n, ok? Et donc, il faut plutôt le voir dans le sens où je l'ai écrit, j'aurais pas dû lancer dans cette écriture-là, c'est une bêtise que j'avais dit, parce qu'après, j'ai pas totalement les esprits dans les cours, ok? Par contre, là, vous êtes bien d'accord avec moi, j'ai bien mis 1 sur 1 plus r en facteur, et du coup, ça me fait la somme de 0 à 9, c'est-à-dire de 10 premiers termes, mais qui sont décalés. Ok? Vous pouvez dire, peut-être que
la manière la plus, je sais pas, après vous me direz si c'est vrai ou pas, la plus simple de dire ça, c'est juste de dire que 1 plus ρ plus ρ carré, d'accord, c'est aussi égal à 1 sur ρ de ρ plus ρ carré plus ρ cube. Je ne sais pas si c'est très bien de dire ça comme ça. Bon, en tout cas, ça c'est juste. C'est ce que je voulais essayer d'écrire. J'ai mal écrit. J'ai l'impression qu'en disant comme ça, là, c'est plus simple. Donc, je me suis lancé dans quelque chose qui était en fait, qui compliquait mon résultat. D'accord? Donc là, c'est bien 1 sur 1 plus r, la somme de i égale 0 à 9, de 1 sur 1 plus r à la puissance i, multiplié par quoi? Multiplié par 33%, d'accord? Multiplié par 100. On est d'accord? Puisque c'est bien la charge d'intérêt. Donc ça c'est aussi égal à quoi? C'est égal à 1 sur 1 plus r. Multiplié par, bah c'est quoi ce qui joue le ρ? C'est une formule un peu compliquée. 1 moins 1 sur 1 plus r, le ρ c'est 1 sur 1 plus r, d'accord? Et au numérateur ici, c'est 1 moins 1 sur 1 plus r à la puissance n plus 1, donc à la puissance 10. Donc comme j'ai mis ici 1 plus r et pas 1 sur 1 plus r, c'est 1 moins 1 sur 1 plus r à la puissance moins 10, d'accord? Puisque 1 sur 1 plus r, c'est 1 plus r à la puissance moins 1. Ok? C'est juste? Donc, comme on veut réussir à faire le calcul sur ça, on le vire. Parce que c'est hors sujet, c'est des choses que vous devez connaître, donc, vous l'avez noté sur votre petite tablette. D'accord? Et évidemment, on a toujours une simplification qui se fait, parce que vous voyez que le 1 moins 1 sur 1 plus r, ça fait 1 plus r moins 1 divisé par 1 plus r. Donc ça fait R sur 1 plus R. Donc 1 sur R sur 1 plus R, ça fait 1 plus R sur R. D'accord? Donc ça nous fait finalement, c'est égal à 1 sur 1 plus R. D'accord? Multiplié par R sur 1 plus R. Ah oui, j'ai oublié le 33 et % et 100 là, d'accord? Donc 33 et 100, ça fait multiplié par 33, d'accord? Le 1 plus R qui est là, ah bah non, je me suis trompé de sens. Mais décidément, aujourd'hui, aujourd'hui ça va pas. Hein. Ce matin, j'ai trop dormi, ou je sais pas. Pourtant, je reste chez moi avant d'aller faire cours, justement pour me détendre. Donc je devrais arriver normalement en pleine forme. 1 moins 1 plus R à la puissance moins 10 multiplié par 33, d'accord? Donc le 1 plus R qui est là s'en va avec le 1 plus R qui est là, d'accord? Et donc ce qu'il nous reste, c'est ça. Et ça, c'est égal à combien? Bah, 1 sur R, c'est égal à 20. Donc ça fait 33 fois 20 fois 1 moins 1 sur 1 plus R. Donc si vous prenez R égale 5%, ceci donne, faites le calcul, ceci donne 255, d'accord? Avec R égale 5%. Ok? Donc pour ça, vous avez besoin de votre calculatrice le jour de l'examen pour calculer ce petit résultat-là. Donc ça nous fait 255. Donc l'augmentation de la valeur de l'entreprise tarifaire par endettement, c'est 255 millions d'euros. D'accord? C'était la réponse à la question. Bon, c'était un petit peu... c'était pas terrible. Hein. C'était un peu laborieux en fait. Hein. Bon, on va essayer de se rattraper dans les autres exercices. Essayer d'être meilleur. Ok, c'est bon? Donc, pour ceux qui ne sont pas encore très affûtés sur le calcul actuariel, de calcul des n premiers termes d'une suite géométrique, etc., il est très très grand temps qu'ils s'y mettent. Il est très très grand temps qu'ils s'y mettent puisque c'est quelque chose qu'on va utiliser tout le temps et que je considère comme étant acquis dans un programme de licence. Donc pour cela, vous pouvez aller regarder dans le chapitre je ne sais combien du livre, dans lequel vous avez aussi des exercices qui vous permettent éventuellement de vous mettre en jambe par rapport à ça. Bon.
il n'y a peut-être pas besoin de faire des exercices. Là, on vient d'en faire un, on va en faire d'autres. Donc, une fois que vous avez compris, c'est presque du niveau première, en terminale. D'accord ? Ça ne pose pas de problème particulier. Bon, donc cette page suivante, elle n'existe pas, donc je l'enlève. D'accord ? Donc, économie d'impôt avec dette stable. Là, on vient à des choses faciles. Hein. C'est quelque chose qu'on a vu, parce que c'est quelque chose qu'on rencontre tout le temps. D'accord ? C'est quoi une entreprise permanente ? Une entreprise permanente, c'est une entreprise qui se reproduit à l'identique ou éventuellement avec une croissance pendant une infinité de périodes. D'accord ? Et donc la structure de son bilan et son bilan reste identique. D'accord ? Reste tout le temps identique. Donc le flux constant des économies d'impôt annuelles de cette entreprise, c'est simplement R, VD, multiplié par le taux. Le taux, d'accord, le taux, c'est pas la même chose que la date, d'accord, le taux d'imposition sur la société. Donc ça implique quoi ? Ça implique que la dette n'est jamais remboursée. Ok, la dette, c'est une dette perpétuelle. VD ne change pas. Donc ceci est invariant dans le temps. Donc delta VD est égal à 0 dans ce cas-là. Hein. On ne change jamais le montant de dette. C'est une entreprise qui est stable. Donc c'est quoi la valeur actualisée ? La valeur actualisée, c'est la somme de I égale les impôts, on les paye tout le temps en fin de période, d'accord ? Donc c'est la valeur actualisée à la date 0, je rajoute, hein, cela va de soi, c'est la somme de I égale à 1 à l'infini, de quoi ? Des 1 plus R à la puissance moins I. Vous actualisez ça au taux d'intérêt certain, puisque c'est une entreprise permanente, il n'y a pas de risque. Donc de quoi ? De ce flux TIS RVD. T multiplié par TIS RVD. D'accord ? C'est quoi la somme de I égale 1 à l'infini de 1 plus R à la puissance moins I ? Il faut que vous utilisiez un petit résultat, toujours le même. Ok ? Ceci n'est rien d'autre. C'est égal à quoi ? Alors, le TIS RVD, il n'entre pas dans la signe somme puisqu'il est constant. Donc, je peux le sortir. D'accord ? Donc ce qu'il faut, c'est que je calcule ce gros machin là. Ok ? Ça, c'est aussi 1 sur 1 plus R, la somme de I égale 0 à l'infini des 1 plus R moins I. D'accord ? Toujours mon idée. Que ici je commence à 1, d'accord ? Alors que là je vais commencer en 0, parce que je connais une formule qui commence en 0. Donc c'est pour ça que je mets 1 sur 1 plus R en facteur devant. Donc que ça commence bien à 1 sur 1 plus R et pas à 1. Et ce que je sais, c'est que la somme de I égale 0 à l'infini des 1 plus R moins I, c'est égal à combien ? Je l'écris ici, donc excusez-moi pour le bazar sur le slide. La somme de I égale 0 à l'infini des 1 plus R moins I. Eh ben, il faut que j'applique la formule que je dois connaître de la série qui correspond à une infinité de termes d'une suite géométrique dont la raison est inférieure à 1, c'est égal à 1 sur 1 moins 1 sur 1 plus R. « 1 sur 1 plus R étant égal à 1 plus R moins 1, c'est la raison, d'accord ? Et ça, c'est égal à quoi ? C'est égal à 1 plus R sur R, d'accord ? On voit du domaine de l'annulateur, d'accord ? Ça fait bien 1 plus R sur R. Et donc, vous voyez, tout ceci, c'est égal à 1 plus R sur R. Donc, j'ai mon résultat, qu'on avait d'ailleurs déjà vu la semaine dernière, mais ça fait jamais de mal de recommencer. Ça fait TIS RVD multiplié par 1 sur 1 plus R, voilà. D'accord ? Multiplié par 1 plus R sur R. Ok ? Tout s'en va. Et donc, ce qui me reste, c'est TIS VD. Ok ? Donc, une entreprise avec une entreprise permanente avec un endettement permanent, la valeur actualisée de l'éco-IS, c'est égal à TIS VD, tout simplement. Ça fonctionne comme ça ici parce que l'entreprise est permanente et parce qu'il n'y a pas de risque. D'accord ?
Si le taux d'intérêt avec lequel j'avais calculé la valeur actualisée aurait été différent du taux d'intérêt dans lequel je souscris la dette, etc., j'aurais pas eu ce résultat où tout s'en va. Oui. C'est exactement ce que j'explique. C'est que ici j'ai accueilli à partir de 1, d'accord, et c'est pour ça que je multiplie par 1 sur 1 plus R devant. Donc c'est pour ça qu'il y a ce décalage, et donc que je traite le décalage parce que je connais la formule à partir de 0, que je n'apprends pas toutes les formules par cœur. Ça multiplie le... J'aurais pu écrire autre chose que R. N'hésitez pas à aller travailler l'exercice avant, parce que moi je ne peux pas reprendre toutes les connaissances en mathématiques. C'est pas mon objectif. Vous êtes en master 1, vous devez avoir un niveau en mathématiques qui est quand même minimal, quoi. Minimal. Donc après, si vous n'êtes pas au niveau, c'est à vous d'aller travailler ça. C'est aussi à vous de faire cet effort-là. Donc ça fait TISVD. Donc c'est quoi finalement? Comment elle se présente? Et ça aussi, on l'avait déjà vu. Le bilan d'entreprise, c'est quoi? Ça tombe bien, on nous demande là. D'accord? Comment est le bilan de cette entreprise? Actif, passif. Elle a des capitaux propres, elle a des dettes. Ce bilan, il est invariant dans le temps, d'accord? Il bouge jamais. C'est ça l'entreprise permanente. Ok? Ici, elle a ce qu'on appelle son actif économique, que j'appelle aussi VU parce que c'est ce qui correspondrait à la valeur de son actif si elle n'avait pas de dette. D'accord? Unlevered. Mais c'est bien ce qui résulte du fonctionnement de l'entreprise, d'accord, indépendamment de sa structure financière. Et puis ici, on a quelque chose qui est simplement, effectivement, la valeur de l'économie d'impôt, ok, qui est quelque chose que l'entreprise a en plus. Et donc le bilan de l'entreprise permanente, il se présente juste de cette manière-là. Juste de cette manière-là, d'accord ? Voilà. Alors, on va voir d'autres exemples, notamment en corrigeant l'exercice. Ensuite, on peut faire croître l'entreprise permanente. Supposez que ce bilan s'accroît, que l'entreprise connaît de la croissance. Puis après, on peut traiter plein de choses. Et notamment, dans le chapitre 18, on traitera plein de choses. D'accord ? Avec des choses plus réalistes sur l'entreprise en question. Bon, alors, il y a un autre truc. Bon, en fait, ce que l'on voit, c'est que quelque part, le fait qu'il y ait de la dette, ça va réduire le coût moyen pondéré du capital de l'entreprise. Puisque, rappelez-vous, l'objectif de l'entreprise, c'est de rémunérer ses investisseurs, et le coût moyen pondéré du capital, c'est ce qui indique la manière dont, en moyenne, l'entreprise rémunère ses investisseurs. Et si elle dispose de quelque chose au-dessus de son flux de trésorerie disponible, qui provient de l'économie d'impôt, elle peut davantage... elle peut, avec la même masse, d'accord, mieux rémunérer, avec la même masse, avec son EBIT, elle peut mieux rémunérer ses investisseurs. Donc c'est quelque chose qui va baisser le coût moyen pondéré du capital. Donc il y a un coût moyen pondéré du capital en présence d'impôts. Je pense qu'il y a un côté un peu, en tout cas dans ce chapitre, si on souhaite comprendre, on peut comprendre la logique, mais on n'est pas sûr de démontrer tout ça. On verra dans le chapitre 18 que la démarche qu'on a ici est la bonne. D'accord ? Et pour ça, il faudra déjà faire le chapitre 18 pour justifier cette démarche-là. L'idée est assez simple, hein. C'est que si une entreprise elle est imposée au taux marginal de 33%, si elle emprunte 100 000 euros au taux de 10%, d'accord, ce que ça lui coûte effectivement sa dette, c'est pas le taux d'intérêt, c'est le taux d'intérêt multiplié par 1 moins T, multiplié par 1 moins la taxe, d'accord ? Parce que vous voyez qu'il y a une partie de la charge d'intérêt que l'on récupère via la taxe. C'est peut-être mal dit comme ça. Enfin, moi j'ai l'impression que c'est mal dit. Mais ça peut suffire à vous convaincre. Donc c'est juste dire que, effectivement, la charge d'intérêt c'est 10 000, l'économie d'impôt est ça, et le coût effectif est ça. D'accord ? Mais n'oubliez pas que ce qui est versé véritablement aux actionnaires, aux investisseurs, c'est bien la charge d'intérêt elle-même. D'accord ? Mais il y a quelque chose que vous versez en moins à la puissance publique. Donc, la puissance publique, vous pouvez le voir comme étant un stakeholder supplémentaire de la société. Du coup, quand il y a de la dette, ce stakeholder, il voit sa part diminuer parce qu'il y a une économie d'impôt. Donc cette économie d'impôt, elle profite à d'autres.
Donc le taux d'intérêt effectif, du coup, il est abaissé. Donc ceci a des conséquences sur le coût en capital pour l'entreprise, puisque c'est plus de 10%, c'est 10% diminué de 33%. Donc effectivement, l'idée est la suivante, et donc c'est juste de dire ça, c'est dire que, puisque les intérêts de la dette sont déductibles, le taux d'intérêt qu'ils appellent ici effectif de l'endettement, c'est quelque chose qui tient compte de l'économie d'impôt, d'accord? Et donc, on avait cette fameuse formule qui consistait à calculer le coût moyen pondéré du capital, dans lequel on faisait la moyenne pondérée du coût de la dette et du coût des capitaux propres. Vous vous rappelez d'où venait cette formule? Cette formule, elle venait simplement de l'idée que l'entreprise était un portefeuille, et donc c'était le théorème de Molinier-Miller. Évidemment, lorsqu'il y a des impôts, l'entreprise est toujours un portefeuille, et il y a une partie du portefeuille qui correspond à ce que l'État peut récupérer ou ne récupère pas, à la fiscalité qui est présente. Puisque vous avez vu comment se présente le bilan d'entreprise. Maintenant, le bilan d'entreprise, il a une nouvelle composante qui est la valeur actualisée des économies d'impôt à l'actif. Du coup, ça a comme conséquence que le véritable coût du capital pour l'entreprise, d'accord, dépend maintenant des impôts. Et ça a surtout comme conséquence que du coup que ce RCNPC après impôt, ok, auparavant il ne dépendait pas de la structure financière de l'entreprise. Maintenant il va dépendre de la structure financière de l'entreprise, simplement parce que plus vous avez de dettes, plus le taux d'intérêt effectif est bas, d'accord. Plus vous avez de dette, donc le taux d'intérêt effectif ne dépend pas du montant de la dette, il dépend juste de la taxation. Plus cette part est importante, d'accord, et donc plus vous pouvez réaliser des économies d'impôt et abaisser votre CNPC. C'est ce qui est indiqué ici. Le RCNPC après impôt, c'est le CNPC avant impôt, celui qui ne dépend pas de la structure financière de l'entreprise, moins quelque chose qui est lié à la taxation. À la taxation des bénéfices et surtout à la déductibilité des charges de la dette de cette taxation. D'accord? Donc du coup, contrairement à ce qu'on avait précédemment, le RCNPC ici, après impôt, il dépend de la structure financière de l'entreprise. Il n'est plus indépendant de la structure financière de l'entreprise. D'accord? Puisque, précisément, le fait qu'il y ait une dette, ça permet de faire des économies d'impôt et donc ça permet de distribuer plus de flux de trésorerie auprès des investisseurs. Donc ça, c'est juste des définitions. Si on vous demande le RCNPC après impôt, il faut enlever la partie qui correspond à cette économie d'impôt. Pourquoi on aime bien et pourquoi les gens aiment bien ce concept de CNPC après impôt, ce coût moyen pondéré du capital, ce WACC? Simplement parce que le WACC, comme on le verra dans le chapitre 18, c'est quelque chose qui permet de valoriser une entreprise à levier constant. Vous imaginez que vous avez une entreprise qui ne modifie pas son levier. Donc, qui a une politique de dette, d'émission de la dette et de gestion de la dette, de manière à maintenir son levier constant. Ok? Dans ce cas-là, il y a un résultat qu'on verra dans le chapitre 18, qui est que ce qui résulte de l'activité réelle de l'entreprise, c'est quoi? C'est son flux de trésorerie disponible. D'accord? Et on avait vu comment il était formé, le flux de trésorerie disponible. Il résulte que des décisions réelles de l'entreprise. Donc la manière dont elle exploite les bits, multiplié par la charge d'impôt, 1 moins T, mais attention, ce n'est pas tous les impôts, puisqu'il y a une partie des impôts qui sont déductibles. D'accord? Donc c'est ce qu'on appelait le résultat net en absence d'endettement. C'est ça, 1 moins T, les bits. C'est le résultat d'exploitation multiplié par 1 moins T. C'est aussi le résultat net en absence de charge d'endettement. Moins l'investissement, moins delta K, la variation de capital, moins la variation de BFR, moins delta BFR. Ça, c'est le flux de trésorerie disponible. Et ce que l'on sait, c'est que ce flux de trésorerie disponible, on l'a déjà vu, je n'ai pas réécrit la formule, là, j'ai laissé une place, mais je ne vais peut-être pas le refaire encore une fois. Il sert à 3 choses: à payer les intérêts nets d'impôts, d'accord? Rappelez-vous, je l'ai encore écrit tout à l'heure, à distribuer des dividendes, à rembourser des dettes et à augmenter ou diminuer les fonds propres. D'accord? Et bien, ce qui se passe, c'est que si le levier est constant, d'accord, et c'est un résultat qu'on va utiliser après dans des exercices, donc sans vraiment le démontrer, on va l'utiliser. Si le levier est constant, en actualisant
les flux de trésorerie disponibles de l'entreprise aux différentes dates par le RCMPC après impôt, vous en déduisez la valeur de l'entreprise. Vous en déduisez la valeur de l'entreprise, la valeur totale de l'entreprise. D'accord? Donc regardez ce qui se passe. C'est que le FDD, c'est quelque chose qui ne dépend pas de la politique financière de l'entreprise. Ne dépend pas de la quantité de dette que l'entreprise a mis dans son bilan. D'accord? En revanche, si vous mettez de la dette, d'accord, le RCMPC, il va baisser. Parce que vous faites des économies d'impôt. D'accord? Donc si le RCMPC il baisse avec l'endettement, ça signifie que c'est ce avec quoi vous actualisez le flux de trésorerie disponible. Donc dans ce cas-là, la valeur actualisée des flux de trésorerie disponibles, elle fait quoi? Elle augmente, puisque le facteur d'actualisation augmente, puisque le taux d'actualisation baisse. D'accord? Donc, s'il augmente, le flux de trésorerie disponible ne dépend pas de la dette. Donc l'effet de la dette, ce n'est pas un effet qui va être dans le flux de trésorerie disponible. Ce n'est pas un effet qui va être au numérateur. C'est un effet d'actualisation. Ça va baisser le taux d'actualisation, et donc ça va augmenter la valeur de l'entreprise. Et pourquoi ça va augmenter la valeur de l'entreprise? Simplement parce que ça va augmenter la composante valeur actualisée des économies d'impôt. D'accord? Donc il y a une espèce de formule un peu magique qu'on justifiera dans le chapitre 18. On verra que ce n'est pas forcément le cas tout le temps. C'est le cas lorsque l'entreprise pratique une politique de levier constant. Lorsque son levier est constant, d'accord, eh ben, vous pouvez en fait séparer en quelque sorte, vous pouvez résumer l'influence des économies d'impôt dans le RCMPC, dans le WACC, après impôt. Le flux de trésorerie disponible ne dépend pas de la politique financière, d'accord? Et la manière dont un flux de trésorerie disponible donné, la politique financière impacte la valeur totale de l'entreprise passe intégralement par le WACC, par le RCMPC après impôt, d'accord? Et donc par un facteur d'actualisation qui est plus faible, et donc un coût du capital qui pour l'entreprise est plus faible, d'accord? Un coût du capital qui pour l'entreprise est plus faible. On va utiliser ça. Je crois qu'on a quelques exercices en préparant le cours. J'ai remarqué que j'ai dû faire beaucoup d'exercices. Ça m'a fatigué ce matin. Alors, du coup, on a un peu ce dessin-là. On l'avait déjà rencontré, ce dessin-là. Et on l'adapte un peu lorsqu'il y a des impôts. Donc, rappelez-vous, quand il n'y avait pas d'impôts, on avait vu que c'était pas exactement ça, mais que c'était quand même assez proche de ça. Donc, quand il y a des impôts, ce qui est différent, c'est que, évidemment, s'il y a des impôts, il y a une différence entre le CMPC avant d'impôt, qui lui ne dépend pas de la politique financière de l'entreprise, c'est celui qu'on avait vu comme étant le rendement de l'actif économique de l'entreprise, d'accord? Ok? Il est constant, il ne dépend pas des impôts, il ne dépend pas de la dette, d'accord? Ici c'est le rendement en bas, c'est pour ça qu'il est constant, il ne dépend pas de la politique financière. Maintenant, si vous calculez après impôt, évidemment, le fait qu'il y ait une dette, c'est quelque chose qui va abaisser le CMPC. Et qui va abaisser le CMPC en proportion de la dette. Quoi. Enfin, plus la dette est importante, plus l'écart va être important, plus le WACC va être bas. D'accord? Alors, j'ai continué à me gratter la tête parce que, en fait, quand j'ai regardé ce graphique-là, j'ai essayé de le refaire en me disant mais non, mais ça c'est un peu heuristique, quoi. C'est pas totalement rigoureux. D'accord? Bon, c'est pour ça que j'ai laissé le gorille, parce que finalement j'ai trouvé que c'était pas très rigoureux. J'ai essayé de rendre ça rigoureux, mais du coup ça devenait très compliqué. Donc il y a un moment où ça sert à rien de faire des choses très compliquées si des choses simples sont plus compréhensibles, mais pas totalement exactes. Donc le coût de la dette, bien sûr, lui, ok, le coût de la dette, il a cette forme-là. On a vu que c'était pas exactement cette forme-là, mais que c'est pas le droit de cette forme-là. Le coût de la dette après impôt, bah, il est diminué proportionnellement. Ça c'est juste, il n'y a pas de problème, d'accord? Et le coût des capitaux propres, lui, le coût des capitaux propres, il augmente. C'est peut-être un peu plus fin que ça, en fait, globalement, lorsqu'il y a des impôts. On a bien cette idée-là que le CMPC après impôt, il décroît, d'accord? Et donc que l'entreprise a intérêt à s'endetter parce qu'elle va construire de la valeur supplémentaire qui est liée à la valeur actualisée d'économie d'impôt. D'accord? C'était juste ça qui est présent dans ce dessin. Donc je ne vais pas en dire plus. Alors, regardons par exemple cet exemple-là, l'exemple 15.3. Voilà quelque chose qui n'est pas totalement simple. On nous explique que
Crotal espère bénéficier de flux de trésorerie disponible de 4,25 millions d'euros l'an prochain. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, on peut le dire comme ça, c'est une espérance. Le flux de trésorerie disponible, j'ai appelé ça FTD, d'accord? C'est le flux de trésorerie disponible dont on va disposer l'année prochaine. Ok? Donc ce flux de trésorerie disponible, c'est E0, je vais noter comme ça. C'est une espérance. En fait, on ne connaît pas le flux de trésorerie disponible. Mais à l'instant 0, on est capable de faire une prévision de ce flux de trésorerie disponible. Donc E0, c'est l'espérance en 0. C'est ce que vous espérez comme flux de trésorerie disponible l'année prochaine, mais espérance que vous calculez en 0. Donc c'est E0 de FTD1. Et on nous dit que notre espoir, c'est que ce flux de trésorerie disponible, il soit égal à 4,25 millions. D'accord? Mais on nous dit aussi quelque chose après. On nous dit que ce qu'on espère, c'est que les années suivantes, ce flux de trésorerie disponible va augmenter. Donc, ce qu'on nous dit, c'est que l'espoir qu'on a, c'est que le flux de trésorerie disponible à la date T, d'accord, il va être égal à quoi? Il va être égal à 4,25 multiplié par 4% multiplié par 1,04 à la puissance combien? Non. À la puissance T-1. D'accord? Puisque ok, E0 FTD1, c'est à partir de l'année prochaine que ça va augmenter de 4%, d'accord? Donc c'est à la puissance T-1. D'accord. Le coût des capitaux propres de Crotal est de 10%. Le coût de sa dette est de 6%. Crotal est imposé au taux de 33%. Si Crotal a pour objectif de stabiliser son levier à 50%, quelle est la valeur actuelle des économies d'impôts liées à la déductibilité fiscale et des intérêts? Oh là! On nous dit plein de choses, et à la fin on fait une question un peu compliquée. D'accord? Quelle est la valeur actuelle des économies d'impôts liées à la déductibilité fiscale et des intérêts? Donc quel est le VA éco-IS? D'accord? À partir des données qu'on nous a données, il y a quelque chose qu'on peut calculer. D'accord? Ce que l'on peut calculer de manière assez simple, c'est le RCMPC avant impôt et après impôt. Puisqu'on nous explique que le levier, il va être de 0,5. Donc on a un levier qui est constant. Donc on peut calculer le RCMPC avant impôt. Le RCMPC avant impôt, j'avais appelé ça le RU. D'accord? C'est un RCMPC, mais qui ne tient pas compte des économies d'impôt. Il est égal à quoi? On l'a déjà calculé, on a déjà vu ça précédemment. C'est la moyenne pondérée par la structure financière de quoi? Du coût de la dette et du coût des capitaux propres. Donc c'est égal à, tout simplement. Alors attention, hein, n'oubliez pas, un levier de 50%, ça veut dire que le bilan d'entreprise, je le mets là. Alors après, je sais bien qu'à chaque fois que je mets ça, les gens me disent, mais je comprends pas pourquoi vous faites ça. Je le mets là. D'accord? Ça signifie que le bilan d'entreprise est le suivant. Vous avez 0,5 de dette pour 1 de capitaux propres. D'accord? C'est ça la structure du bilan d'entreprise. Cette structure, elle augmente après, hein, d'accord? Ça, c'est la structure. Le bilan, il va toujours se représenter de cette manière-là. S'il n'y a pas d'économie d'impôt, d'accord? S'il y a des économies d'impôt, il va y avoir autre chose. Enfin, s'il y a le 1,5 qui est là, d'accord? Ça veut dire, non, je mal dit ce que je dis. C'est que le 1,5 qui est là, en haut, là, c'est la valeur totale. S'il y a des économies d'impôt, dans cette valeur totale, il y aura aussi la valeur actualisée des économies d'impôt. D'accord? Considérons d'abord la situation où l'entreprise n'a pas de dette, en quelque sorte, où on ne tient pas compte des économies d'impôt. Ce que l'on est capable de calculer, c'est un RCMPC avant impôt, qui est simplement le RU.
Donc le RE que je calcule là, c'est le RCMPC avant impôt. Il est égal à quoi? Il est égal à 1 sur 1,5 multiplié par 10%, puisqu'on nous dit le coût des capitaux propres est 10%, plus 0,5 divisé par 1,5 multiplié par 6%. D'accord? Donc ça fait 8,66%. D'accord? Ça, vous pouvez dire que c'est soit vous appelez ça le RU, soit vous appelez ça le RCMPC avant impôt. D'accord? Ok? Il se trouve qu'il y a un résultat qui nous explique que si on était des béotiens et qu'on n'est pas capable de réfléchir à la question fiscale, etc., il se trouve que la valeur de l'entreprise, de son actif économique, indépendamment des économies d'impôt, sans tenir compte des économies d'impôt, d'accord, c'est simplement le flux de trésorerie disponible de l'entreprise, d'accord, le flux de trésorerie disponible de l'entreprise, le flux de trésorerie disponible de l'entreprise, actualisé par quoi? Actualisé par le RCMPC avant impôt, par le RU, d'accord? Par le RU. Ok? Donc, ce que nous explique, c'est que le VU, ok, c'est égal à quoi? C'est égal à, c'est le VU en 0. C'est égal à la somme de I égale 1 à l'infini. D'accord? C'est la somme de I égale A à l'infini. De quoi? Des E0 flux de trésorerie disponible de l'année prochaine divisé par 1 plus R RU à la puissance I. D'accord? Vous êtes d'accord avec moi? Ok? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Vous voyez que le 0 E0 FTDI, c'est quelque chose qui augmente, qui est égal en fait, ceci, c'est aussi égal à 4,25, d'accord, multiplié par la somme de I égale 1 à l'infini, d'accord, de 1,04 à la puissance combien? À la puissance combien? Je commence à suer là. Je vais enlever ma veste parce que c'est bien terrible. Il fait trop chaud dans cette salle en fait, il faudrait une clim. C'est le mois d'octobre qui est trop chaud. Donc des 1,04 à la puissance combien? À la puissance I-1 à la puissance I-1, d'accord? C'est bien ça, hein? À la puissance I-1 divisé par 1 plus RU à la puissance I. On y est? C'est bon, ça vous va ça? D'accord? Donc, ceci, je peux mettre le 4,25 devant, d'accord? Et évidemment, j'aimerais bien le transformer en quelque chose qui aurait quelle forme? Ouais, de quelque chose, en tout cas quelque chose qui commence en 0, d'accord, pour pouvoir utiliser ma fameuse formule, d'accord? Donc, le I-1, il commence bien en 0, il n'y a pas de problème, puisque c'est I-1, ça commence bien à 0, d'accord? Donc, ce qu'il faut, c'est qu'il faudrait que je m'arrange pour qu'au dénominateur, ça commence aussi en 0, ok? Donc, pour que ça commence en 0 au dénominateur,
il suffit que je mette, voilà. Ah, pourquoi il met un rond comme ça maintenant là? Vous voyez, il met un rond là. Ok. J'espère qu'il va arrêter de me mettre un rond. Je l'éloigne. Ah, il a disparu le rond. Donc ça me fait, ce que je peux faire, c'est que ici, je peux mettre du 1 sur 1 plus R, d'accord? Et du coup, ça permet de faire commencer la sommation de la somme de I égale 0 à l'infini de 1,04 divisé par 1 plus R, le tout à la puissance I. Vous êtes d'accord avec ça? Ok. Et la somme de I égale 0 à l'infini des 1,04 divisé par 1 plus R à la puissance I, parce que je gêne le micro, c'est égal à quoi? C'est égal à, non c'est pas égal à 1, c'est égal à 1 sur 1 moins 1,04 divisé par 1 plus R. Ça c'est égal à 4,25 multiplié par 1 sur 1 plus R multiplié par 1 sur 1 moins 1,04 divisé par 1 plus R. D'accord? Ok? Je réduis au même dénominateur. Il faut que je passe une page là. Je sens que j'écris de plus en plus petit dans le coin là-bas, donc à la fin, je sais pas, il faut que je passe une page. Donc je crée une nouvelle page. D'accord? De toute façon, on n'arrivera pas à faire tout l'exercice comme ça. Donc c'est égal à 4,25 fois 1 sur 1 plus R, d'accord, multiplié par 1 sur 1 moins 1,04 divisé par 1 plus R. D'accord? Ceci c'est égal à 4,25 multiplié par 1 sur 1 plus R. Et le morceau qui est là, il est égal à quoi? Je réduis mon dénominateur. Donc ça me fait du 1 plus R, d'accord, divisé par 1 plus R, 1 plus R, moins 1,04. Ah, ça me résiste le 1,04, parce qu'en fait j'aurais dû jamais le mettre comme ça. C'est normal que ça me résiste. 1,04. On est d'accord? D'accord? Donc ça et ça, ça a le bonheur de s'en aller. Et ce qui va me rester, c'est 4,25 divisé par R moins 0,04. D'accord? Vous vous rappelez que le 0,04 qui est là, c'est quoi? C'est simplement le taux de croissance. Donc, on a simplement une formule qui est bien connue, mais qu'on a démontrée. D'accord? Si j'appelle G le taux de croissance, d'accord? Si j'ai un flux qui croît à un taux G, ici un taux de 4%, d'accord? La valeur actualisée de ce flux par le taux R, c'est le flux à l'instant 1, E0 de FTD1. Vous avez vu, c'était un peu subtil mon histoire de E0 de FTD1, c'est pour ça que j'ai fait attention. Vous avez remarqué que c'est un flux qui est distribué en début d'année et pas en fin d'année. C'est un peu pareil, c'est pas forcément totalement facile à comprendre, mais c'est bien ça, d'accord? J'ai supposé qu'il croissait au taux G à partir de la date 1, d'accord? Et si je fais toutes ces hypothèses, c'est pour arriver à cette formule bien agréable, ok? Qu'à la limite, vous n'avez pas besoin de redémontrer le jour de l'examen, puisque je ne vais pas vous demander de le redémontrer, ok? Mais qu'il faut comprendre, qu'on obtient de cette manière-là, et où il faut tout le temps faire attention au timing dans lequel on est, d'accord? Parce que si ça se met à croître, pas à partir de la date 1, mais à partir de la date 0, il faudrait rajouter A1 plus G quelque part, d'accord? Donc, en tout cas, ça fait 4,25 divisé par R moins G. Donc ici, ça fait 4,25 divisé par
4,25 c'est E0 de FTD1 divisé par le RU. Le R, j'ai oublié le U au passage parce que bon, je ne vais pas mettre de notation tout le temps. On avait calculé, le R c'était combien? C'était 8,66, d'accord? Donc c'est 4,25 divisé par 0,0466. Et ceci c'est exactement égal à 91,20. Donc ça, c'est ce que vous auriez calculé en étant totalement ignorant du fait que dans mon affaire, il y a des économies d'impôts. D'accord? Et c'est pour ça que c'est le VU. C'est la valeur s'il n'y avait pas de levier. Et donc s'il n'y avait pas d'économie d'impôts. Et pour la calculer, j'ai utilisé le RCMPC avant impôt, 8,66%. Donc ça, c'est le VU. Maintenant, évidemment, le RCMPC, après impôt, il n'est pas égal à 8,66. Il est plus faible. Il est égal à la même chose. Le RCMPC, le WACC après impôt, ben, je dois tenir compte de la structure de l'entreprise. 1,5 multiplié par 10% plus 0,5 divisé par 1,5 multiplié par combien? C'était combien? 6%? Multiplié par 6%, d'accord? Mais attention, multiplié par 1 moins taux. C'est combien moins taux? Taux c'est combien? Bon, donc ça fait 67%, d'accord? Multiplié par 67%. Bon, vous m'accorderez que 67% c'est pas très loin de 2 tiers, d'accord? Ok, on va peut-être pas rentrer dans les détails. 67% c'est pas loin de 2 tiers. Donc ça me fait 10% plus 0,5 fois 4. Donc ça fait 12, d'accord? Divisé par 1,5. Donc le RCMPC, il est de 8%. Il est plus faible. Le RCMPC après impôt, il est plus faible qu'avant impôt. D'accord? Il est de 8%. Ok? Donc quelle est la valeur de l'entreprise maintenant? Mais la valeur de l'entreprise endettée, VD, la valeur totale de l'entreprise. Bah, j'applique ma formule que j'adore, qui me dit que E0, que la valeur de l'entreprise, on refait le même calcul que précédemment, cette valeur, c'est E0 de FTD1 divisé par RCMPC moins le taux de croissance du CMPC, du flux, d'accord? Ça c'est la formule qu'on a utilisée en fait. E0 de FTD1 c'est tout en 4,25, d'accord? Le RCMPC il est plus égal à 8,66 mais il est égal à 8, d'accord? Et le G il est toujours de 4%, c'est toujours le même taux de croissance. Donc ça c'est égal à combien? C'est égal à 4,25 divisé par 0,04 et non pas 0,0466. Et donc évidemment c'est supérieur. Ça vaut combien? Ça vaut 106,25. Ça c'est la valeur de l'entreprise en tenant compte des économies d'impôt. À quoi est égale la valeur actualisée des économies d'impôt? Puisque c'est la question qu'on nous posait, de Crotal, c'est évidemment la différence entre les deux. C'est VD moins VU, d'accord? Et donc c'est égal à, c'est égal à 15,05. 15,05. Ok? Bon, c'est un peu mystérieux parce que, en fait, en général, moi j'aime bien qu'on me prouve ce qu'on me raconte. Il y a quand même pas mal de trucs que je ne vous ai pas trop prouvé, quoi. J'ai utilisé la formule telle qu'on me la donne. Le levier est constant, donc je peux utiliser cette manière de faire qui consiste à actualiser le flux de trésorerie disponible par le WACC. C'est une technique standard de valorisation d'entreprise en analyse financière. D'accord? Les gens aiment bien les flux de trésorerie disponibles. Pourquoi les gens aiment bien les flux de trésorerie disponibles?
Parce que le flux de trésorerie disponible, c'est quelque chose qui est cash, quelque chose qui ne dépend pas de la structure financière de l'entreprise, et qui correspond à du cash qui rentre dans les caisses. Donc ça se contrôle bien, d'accord? Ça ne donne pas lieu à des manipulations comptables. Manipulation ou à de l'artifice comptable, puisque ce qui rentre et ce qui sort des caisses, chacun peut le voir à la fin de l'année. Donc c'est une bonne manière de valoriser. Le problème, c'est que, très bien, le flux de trésorerie disponible, il reflète bien l'activité réelle de l'entreprise, indépendamment de sa structure financière, mais vous devez l'actualiser par le WACC. Bon, et le WACC, c'est un petit peu plus compliqué à calculer, parce que ça dépend du bilan de l'entreprise, en sachant que le levier doit être constant, ce qui n'est peut-être pas très réaliste, d'accord? Les entreprises, elles n'ont pas des leviers constants. En général, elles ne remboursent pas leurs dettes de manière à maintenir la structure de leur bilan, d'accord? Donc cette formule, elle vaut dans ce cas-là. Si on s'éloigne de ce cas-là, elle ne marche plus. Et le WACC, il est compliqué à calculer et il peut donner lieu à des manipulations comptables. Donc vous acceptez de faire ce calcul. On verra dans le chapitre 18 que l'on peut effectivement le rationaliser ou le démontrer d'une manière ou d'une autre. D'accord ? C'est une manière facile d'avoir la valeur de l'entreprise. On va le réutiliser encore d'autres fois. Donc on a répondu à la question. La question était compliquée. Non, elle était, si Crotal a pour objectif de stabiliser son levier à 50%, quelle est la valeur actuelle des économies d'impôt liées à la déductibilité fiscale et d'intérêt? Donc la valeur actuelle des économies d'impôt, c'est la différence entre la valeur, le VD et le VU. Okay, la valeur avec dette et la valeur sans dette. La valeur avec dette, je la calcule en actualisant le flux de trésorerie disponible qui croît à un taux constant par le RCMPC après impôt, en tenant compte des économies d'impôt, et c'est cet effet-là qui fait que ça va être plus élevé parce que le RCMPC après impôt, il est plus faible que le RCMPC avant impôt, et le VU, je le calcule en actualisant par le RCMPC avant impôt, qui est aussi le RE, d'accord? Donc c'est comme ça que je trouve les résultats. Donc c'est vrai que c'est pas totalement évident. Voilà, donc on a trouvé le résultat. Suivant. Ah, oui, donc on doit faire des séries d'exercices. 13h42. Bon, on y va. Alors, les exercices, des fois c'est un peu pénible. Mais il faut vraiment le prendre comme des exercices, c'est-à-dire quelque chose que vous êtes capable d'exécuter rapidement. Donc l'entreprise Arcel Argent a une dette de 100 millions d'euros. Le taux d'intérêt est de 10%. L'entreprise doit rembourser 25 millions d'euros par an au titre du principal. Son taux d'imposition marginale est de 33%. Les économies d'impôt ont le risque le flux relatif de la dette. Quelle est la valeur actuelle des économies d'impôt? J'ai donné à l'examen celui-là l'année dernière. À peu près, il y a à peu près allez, un étudiant sur 4 qui donne la bonne réponse. La bonne réponse, c'est un chiffre, hein, d'accord? Donc après, je ne cherche pas à regarder comment est obtenu le chiffre. Hein. Le chiffre est bon ou le chiffre est mauvais. Enfin, il y a des chiffres, des fois, qui sont complètement fous, donc qui n'ont aucun rapport avec la réalité. Donc ça veut dire que là, dans ce cas-là, c'est pas du tout compris. Après, il peut y avoir des erreurs d'arrondi, etc. Mais ça, j'y fais. Quand c'est juste avec un chiffre après la virgule, c'est bon, hein, je ne cherche pas non plus le détail. Bon alors, ce qu'il faut dans ces cas-là, c'est tout de suite faire quelque chose, avoir le réflexe, immédiatement, c'est bien lire l'énoncé et bien comprendre la temporalité de ce qui se passe. Et donc c'est dresser, en fait, un tableau qui va nous indiquer, un tableau de l'endettement de l'entreprise, qui va nous indiquer ce qui se passe dans l'entreprise date après date. D'accord? Donc les dates, c'est à la date 0, vous voyez que je mets date et je ne mets pas période. Je fais exprès. La date 1, la date 2, la date 3, la date 4, et il n'est peut-être pas nécessaire de mettre une date 5. On va voir. D'accord? Donc ce qu'on nous dit, c'est la dette, le 1er janvier de l'année 0, elle vaut 100. Ok? Et chaque année, on va réduire la dette de 25 millions. L'entreprise doit rembourser 25 millions d'euros par an au titre du principal. Donc ça veut dire qu'à la fin de la date 0, la période 0, ça c'est la date, hein, d'accord? C'est la date. Ça c'est en début de période. C'est la date 0, le 1er janvier de l'année 0. Le 1er janvier de l'année 1, combien vaut la dette? 75. 1er janvier de l'année 2, 50. 25 et 0. D'accord? Et évidemment, après ce qu'on doit calculer, c'est regarder, puisqu'on doit calculer la valeur actuelle des économies d'impôt. Donc c'est pour ça que c'est important de mettre la date, pour bien comprendre à quel moment c'est perçu et comment je vais l'actualiser, avec quel facteur d'actualisation je vais le faire. Donc on est d'accord que
l'année 0, je ne sais pas, c'est après paiement de la dette, je ne sais pas, on l'a déjà payé, donc on a déjà payé les intérêts, c'est en fin d'année que vous payez, d'accord? Donc ici, la charge de la dette, pour la dette que vous avez supportée de l'année 0, vous le payez le 31 décembre de l'année 0, c'est-à-dire le 1er janvier de l'année 1, d'accord? Donc on va le mettre ici, c'est bien un flux qui est décaissé à ce moment-là. Il vaut combien ce flux? Il vaut 10, d'accord? Là, il vaut 7,5. Là, il vaut 5, d'accord? Et avant de rembourser la dette, vous allez décaisser 2,5, qui correspond à la dette que vous avez supportée durant toute l'année 4. Donc jusqu'au 31 décembre de l'année 4, au moment où vous payez, vous remboursez la fin et puis vous payez les charges d'intérêt, d'accord? Donc évidemment, ensuite, il faut que j'utilise un facteur d'actualisation. Le facteur d'actualisation, c'est quoi? C'est 1, ici, c'est 1 divisé par, on me dit, le taux de la dette, c'est combien? C'est 10%, d'accord? On m'explique que le facteur d'actualisation, les économies d'impôt ont le même risque que le flux relatif à la dette. Donc ça signifie que le facteur d'actualisation que vous devez utiliser, c'est 10%, d'accord? Donc l'année 1, c'est 1 sur 1,1. L'année 2, c'est 1 sur 1,1 au carré. L'année 3, 1 sur 1,1 au cube. Et l'année 4, 1 sur 1,1 à la puissance 4. D'accord? Donc finalement, le résultat qu'on obtient, c'est quoi la valeur des économies d'impôt? C'est égal à 33%, d'accord? 33%, multiplié par 10 divisé par 1,1, plus 7,5 divisé par 1,1 au carré, plus 5 divisé par 1,1 au cube, plus 2,5 divisé par 1,1 à la puissance 4. D'accord? Donc c'est la réponse à la question. Donc si vous faites ce calcul, vous trouvez que l'économie d'impôt est de 6,34. 8. Ah non, 6,848, excusez-moi. Bon, d'accord? Voilà, vous faites le calcul. Donc évidemment, là, quand vous êtes le jour de l'examen, il faut que vous soyez suffisamment entraîné pour faire ce petit calcul et ne pas se tromper de 1,1 au carré, etc. Bon. D'accord? Évidemment, c'est partie de l'exercice. Donc la réponse est donnée. Ça nous fait 6,248. Ok? Ce qui... comme la dette, on la rend, vous voyez, c'est pas très loin de... Vous avez 100 millions de dettes, 33% de taux d'imposition, d'accord? Mais vous remboursez la dette sur 4 ans, d'accord? Donc évidemment, l'économie d'impôt que vous faites, elle est limitée par ça, d'accord? C'est simplement actualisé par le taux d'intérêt à 10%. Ok, c'est bon? Suivant. « 8. Les ferries corses. » Oh là là. Plus subtil. Celui-là aussi, je vais dû le mettre. Les ferries corses ont une dette de 30 millions d'euros au début de l'année 0. Le taux d'intérêt sur la dette est de 6,5%. L'entreprise rembourse chaque année 5% du capital restant dû. 5% du capital restant dû. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le capital restant dû, c'est quoi? Ça veut dire qu'au départ, le capital, c'est ça, c'est 30. Et à la fin de l'année I, ce qui va vous rester comme capital à rembourser, c'est combien? C'est 0,95 à la puissance I moins 1. I moins 1 ou I? D'accord? On nous dit le taux d'intérêt sur... En 0, j'ai une dette de 30 millions. D'accord? Donc en 1, je vais avoir une dette de... Comment c'est? Non, c'est pas une dette de I, c'est une dette de 0,95 à la puissance I. D'accord? Donc c'est ça.
Donc c'est pas I-1, c'est I. Pourquoi j'ai mis I-1 alors sur mon truc? Oh là là. Ah oui. Non. C'est parce que, en fait, ce que je regarde, moi, la dette c'est bien 30 fois 0,95 à la puissance I au début de la période I. Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est de regarder la charge d'intérêt. D'accord? La charge d'intérêt à la date I. La charge d'intérêt à la date I. C'est ça que je dois calculer. Donc la charge d'intérêt à la date 1, c'est combien? C'est 30, d'accord, multiplié par R, par le taux d'intérêt, d'accord. Et donc c'est bien à la puissance I-1. Puisque la dette, elle est 30 millions, et quand je vais l'actualiser à la date où je dois la payer, d'accord, et je paye les charges de la dette en fin d'année. Donc c'est bien I-1 que je dois mettre. Ok, parce que l'année à la date 1, je paye ceci comme charge de dette. Ok. Donc ce que je dois calculer, ça c'est bien ce que je dois calculer. La valeur de l'économie d'impôt que je fais, c'est quoi? C'est la somme de I égale 1 à l'infini des 1 sur 1 plus R moins I, d'accord, de 30 fois R fois 0,95 à la puissance I-1. Vous êtes d'accord? Comment? Ah oui, bien sûr. Ok. Ok, c'est bon sur le I et le I-1. Le premier versement, je veux l'actualiser avec le facteur 1 sur 1 plus R, d'accord? Et il est bien de 30 fois R, d'accord? Donc c'est bien 0,95 à la puissance I-1. Ok? C'est bien ça que je fais. J'ai ma dette qui va décroître de 5%. Et comme ma charge de dette, je la paye en fin d'année, c'est pour ça que j'ai un I-1 qui est ici. À quoi c'est égal ça? Bon, vous êtes d'accord avec moi que le 30 fois R, je peux le passer devant. D'accord? Et puis, ce que j'aime bien, c'est faire des sommes de I égale 0 à l'infini. Donc, quand je fais la somme de I égale 0 à l'infini, comment je dois faire? Je dois mettre 1 sur 1 plus R devant pour décaler la première sommation. Et le I-1, du coup, il commence bien en 0, lui. D'accord? Parce que c'est commencé en 1. Et comme c'est un I-1, on va pouvoir le mettre en I et il va bien aller de 0 à l'infini. Et du coup, ici, en mettant 1 sur 1 plus R devant, d'accord, je vais bien pouvoir commencer la sommation en 0, y compris pour le R. Donc à chaque fois, il ne faut pas se tromper. Je vous accorde qu'on peut rapidement se tromper sans être un étudiant qui ne comprend pas. Hein. Ça peut arriver de se tromper. Mais c'est ça qui est l'intérêt de l'examen, c'est que comme je vous pose 90 questions, vous pouvez avoir un nombre de chances 3, 4 fois, 5 fois, mais pas 90 fois, d'accord? En général, vous ne trompez pas. Si vous avez compris. Donc, j'ai bien décalé, j'ai bien mis le 1 sur 1 plus R. Du coup, après, c'est la somme de I égale 0 à l'infini, de quoi? De 0,95 à la puissance I, d'accord? Divisé par 1 plus R à la puissance I, d'accord? Donc j'ai bien été, donc pour ceux qui ne sont pas totalement à l'aise, écrivez la somme explicitement, ça vous évitera de faire ce sigma un peu compliqué, et en mettant le 1 sur 1 plus R, j'ai bien réussi à décaler et passer de 1 à 0, le I-1 il commençait déjà en 0, donc il est en I, et puis le 1 plus R à la puissance I, excusez-moi, il faut que je mette une parenthèse là, d'accord? C'est 1 plus R à la puissance I, bien sûr, c'est ça, d'accord? Et donc ça va me donner quoi? Ça va me donner 30 fois R sur 1 plus R, divisé par 1 sur 1 moins quoi? Moins 0,95 divisé par 1 plus R. D'accord?
puisque c'est ça, c'est 0,95 divisé par 1 plus R, la raison de la suite. Alors, vous avez vu, pour qu'elle converge, il faut que le R soit supérieur à 5%, sinon il va y avoir un problème. Hein. Mais c'est bien le cas, R vaut 6,5% dans l'énoncé. Donc, voilà, et là, évidemment, miracle, il y a plein de choses qui s'éliminent. Je le mets là, d'accord? Vous voyez que si je mets ça au même dénominateur, ça va me donner quoi? Ça va me donner toujours le même calcul un peu bête là, c'est 1 plus R, d'accord? Divisé par 1 plus R moins 0,95. Donc finalement, ça va nous faire quoi? Ça va faire 30 multiplié par R sur 1 plus R, multiplié par 1 plus R, divisé par R moins 0,05. D'accord? Et donc, le 1 plus R qui est là, ça s'en va. D'accord? Donc finalement, ce qui va me rester, c'est 30 multiplié par 6,5% divisé par 1,5. C'est ça, hein, c'est 6,5 le taux d'intérêt. Hein. Ok? Et si vous faites ce petit calcul, vous allez trouver, si je ne me suis pas trompé, oula, 16. Attendez. Ah non, ça va pas là. C'est pas R moins 0,05. C'est R plus 0,05. Pourquoi j'ai fait cette erreur? Parce que, vous vous rappelez, c'était mon histoire de R moins G, d'accord? Mais ici, le G c'est une baisse de la dette, c'est pas une augmentation, d'accord? Donc c'est R plus G, enfin, G c'est 0. C'est R moins G, mais G vaut moins 0,05. La dette baisse chaque année de 7%. Je me suis trompé, d'accord? Ici, c'est pas 1,5, c'est combien? C'est R plus G, donc c'est 11,5. D'accord? 6,5 plus 5%. Ok? C'est bon? Donc, ça fait ça. Donc là, c'est pas moins 0,05, c'est plus 0,05. Trompé. Et donc ça me donne combien? Finalement, heureusement que je me prépare avant chez moi, hein, sinon ça fait 16,95. Ok? Donc c'est le résultat. 16,95. Bon, ça paraît pas complètement stupide. Hein. Il y a une dette de 30 millions. Ok? Il y a une dette de 30 millions. Ça fait quoi? Qu'est-ce que vous me dites? Ah, il y a quoi? Là? Là? Cette formule est toujours vraie. Ça, c'est la somme des termes du géométrique. Donc ça fait bien 1 moins 0,1, c'est 1 sur 1 moins ρ. D'accord? Donc ça fait bien 1 sur 1 moins 0,95 divisé par 1 plus R. Et 1 plus R moins 0,95, ça fait R plus 0,05. D'accord? Donc c'est bien R plus 0,05. Ceci, 16,95, c'est pas l'économie d'impôt. Pour obtenir l'économie d'impôt, il faut que je tienne compte du taux marginal d'imposition des 33%. Donc l'économie d'impôt, excusez-moi, c'est ceci multiplié par 33%. D'accord? On est d'accord? Ok? C'est ceci multiplié par 33% parce que j'ai oublié de mettre le 33%. Ok? Quoi, j'ai oublié. Là, j'ai calculé la valeur actualisée des charges d'intérêt. Maintenant, si je veux calculer l'économie d'impôt, il faut que je tienne compte du taux d'imposition. Donc il faut que je multiplie les 16,95 par 33%. Moi, je vous préviens tout de suite, hein, si j'avais dû faire mon examen, même en maîtrise dans le sujet, je pense que j'aurais pas 20 à mon examen. Parce que je ne suis pas assez rigoureux. C'est triste. Mais précisément, ce que j'attends de vous, de certains d'entre vous, c'est que vous soyez bien meilleurs que moi. C'est-à-dire que non seulement vous ayez tout compris, mais qu'après vous ayez une qualité d'exécution qui soit bonne. Et souvent, la qualité d'exécution, on oublie 33%, machin, et donc boum, la réponse est fausse et vous perdez les points, quoi. Alors qu'en fait, vous maîtrisez le truc, mais simplement, vous avez oublié le 33%. Pas de bol. Bon. Donc, ça fait 33% fois 16,95. Ok? Oui?
pouvez parler un tout petit peu plus fort? Ben, R, c'est 6%. R, c'est 6,5%. Donc 6,5% plus 5%, ça fait bien 11,5%, non? Le taux d'intérêt, il est bien de 6,5%. Ce que j'ai appelé R depuis le début, c'est 6,5%. Donc quand je fais l'application numérique, ça me fait bien du 6,5% divisé par 11,5%. Non? C'est pour ça que j'ai 11,5%. Si vous n'avez toujours pas compris, venez me voir à la pause, je vais vous réexpliquer. On fait la pause, d'accord? On va essayer d'arrêter mon film.